bien, mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres et qualités, chers collègues, le colloque d'aujourd'hui est particulièrement important d'abord par sa nature, les relations parfois troubles entre les universités et l'entreprise coloniale, mais aussi par son aspect humain et émotionnel, puisque la colonisation a constitué le socle majeur des questions de ségrégation, de racisme, de xénophobie que vivent beaucoup des descendants des peuples colonisés d'alors, encore aujourd'hui. Et je voudrais commencer cette introduction par une citation de James Baldwin. Bien qu'elle date de 1965 et qu'elle s'adressait à un tout autre contexte que celui qui nous occupe aujourd'hui, elle n'a pas perdu sa pertinence. L'histoire, écrit-il, même si presque personne ne semble le savoir, n'est pas simplement une chose à lire. Il n'y est pas fait seulement ou même principalement référence au passé. Bien au contraire, l'immense force de l'histoire vient de ce que nous portons tous en nous. Nous la portons tous en nous. Elle nous contrôle inconsciemment et de multiples manières. Elle est présente littéralement dans chacun de nos faits et gestes. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est à l'histoire que nous devons nos cadres de référence, nos identités, nos aspirations. Prendre conscience de ce fait est douloureux et terrifiant. Entreprendre d'évaluer l'histoire qui nous a placés là où nous nous trouvons et qui a façonné notre point de vue est douloureux et terrifiant. Douloureux et terrifiant car nous entrons en conflit avec cette création de l'histoire, c'est-à-dire avec nous-mêmes, et cherchons à nous recréer selon des principes plus humains et plus libérateurs. Nous cherchons à atteindre un niveau de maturité et de liberté personnelle capable de déposséder l'histoire de son pouvoir tyrannique, capable de changer l'histoire. Nous sommes aujourd'hui réunis afin d'examiner ensemble la question de la gestion des restes humains collectés durant la période coloniale, souvent dans un contexte de violence, et qui sont encore aujourd'hui présents dans nos universités. Cette présence nous renvoie à l'une des périodes de l'histoire qui exerce le plus sa tyrannie sur nos identités actuelles, pour reprendre les mots de Baldwin, et sur la place qu'y ont joué les universités des pays colonisateurs. Le colonialisme du 19e et du 20e siècle a peu d'équivalent en termes d'influence sur nos sociétés actuelles. L'assujettissement par les Occidentaux de la presque totalité des peuples et des cultures du globe a modelé la structure de l'organisation sociale des pays d'aujourd'hui et laissé des traces profondes qui le sont d'autant plus si l'on tient compte du fait que cette domination s'est poursuivie au-delà des indépendances. Le colonialisme a instauré et creusé des inégalités qui persistent aujourd'hui à l'échelle du monde entre les pays occidentaux et les pays dits du Sud. Au sein de nos sociétés, il est littéralement impossible de comprendre les relations de classe sans y inclure les dimensions de minorité ethnique et ou culturelle, et donc l'histoire du colonialisme. La présence même de ces restes dans nos universités nous ramène aux implications concrètes de l'époque coloniale, que des corps ou des parties de corps d'habitants de territoires aujourd'hui situés en République démocratique du Congo aient pu être acquis et emmenés en Belgique, puis ont pu rejoindre les collections d'anthropologie de nos universités, et le fait qu'ils y soient restés jusqu'aujourd'hui ne peut que nous interpeller. Et c'est bien l'effet qu'a produit l'article de Michel Gouffiou dans Paris Match en mai 2018, qui pointait du doigt la présence à l'ULB de plusieurs crânes africains acquis dans des circonstances troubles durant les premières années de la colonisation du Congo. L'ULB n'est pas la seule, et je remercie déjà les collègues belges et européens qui ont accepté de partager avec nous leur expérience. Ces crânes font partie de collections d'anthropologie physique que des médecins et scientifiques proches de l'ULB ont constituées à la fin du XIXe siècle. C'était une pratique courante à l'époque. À partir des années 1860, à la suite des travaux de Paul Broca, les études crânométriques se multiplient en Europe.
on peut, sans grand risque de se tromper, souligner l'instrumentalisation de la science aux priorités politiques de l'époque, à savoir le renforcement de la justification de l'entreprise coloniale par la science. Dans d'autres domaines, et on peut penser à celui de la répression sexuelle, on sait combien cette instrumentalisation de la science et de la médecine aux priorités politiques d'une époque peut avoir été largement utilisée. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ces études consistaient à mesurer les caractéristiques physiques des crânes et à les mettre en relation causale avec les facultés intellectuelles. On compare les riches aux pauvres, les honnêtes gens aux criminels, les hommes aux femmes, puis les groupes raciaux jugés supérieurs aux groupes raciaux jugés inférieurs. Comme l'a montré Stephen Jay Gould dans La malmesure de l'homme, ces travaux aboutissaient généralement à la conclusion que les caractéristiques craniométriques des pauvres, des femmes, des criminels, des noirs expliquaient une infériorité intellectuelle ou morale et donc légitimisaient l'oppression sociale ou l'exploitation coloniale. En d'autres termes, une partie de ces recherches a permis de donner au racisme, au sexisme ou au classisme une apparente légitimité scientifique. Nous avons donc au moins deux raisons d'entreprendre d'évaluer cette histoire comme nous y invite Baldwin. La première est que la présence de ces crânes soulève une question éthique. Est-il bien légitime de conserver ainsi des crânes de personnes qui n'y ont forcément pas consenti, qui plus est dans un contexte de domination coloniale? Alors qu'il n'existait pas à l'époque de cadre juridique fixant les conditions d'acquisition de restes humains, que devons-nous faire aujourd'hui de cet héritage du passé colonial? La seconde raison d'entreprendre ce travail est que ces crânes témoignent du fait qu'une partie de nos savoirs scientifiques est ancrée dans l'aventure coloniale. Plus encore, certains de ces savoirs ont été élaborés, mais pas simplement dans le contexte de la domination coloniale, mais aussi dans le but de la légitimer. Les scientifiques et aussi les universités ont souvent activement collaboré aux expéditions de l'époque coloniale. Ainsi, Léopold II a entrepris son aventure coloniale sous le couvert de l'exploration scientifique, pour laquelle, je vous le rappelle, il engage le docteur David Livingstone, et il est parvenu à obtenir le contrôle du territoire congolais lors de la conférence de Berlin, non seulement car il prétendait lutter contre les esclavagistes arabes, mais aussi parce qu'il promettait d'y développer des missions scientifiques. Il suffit de se souvenir de la corde scientifique qui accompagne Napoléon Bonaparte dans la campagne d'Égypte pour se convaincre qu'il s'agissait à l'époque d'une stratégie courante. De plus, les thèses de l'anthropologie raciale puis celles de l'eugénisme ont été contestées. Bien sûr, les thèses de l'anthropologie raciale, puis celles de l'eugénisme ont été contestées et combattues parfois dès leur apparition. Les théories eugénistes, le racisme scientifique, a été très largement disqualifié par leur contribution à l'idéologie nazie et à l'extermination des Juifs et des Tziganes d'Europe qu'elle a inspirée. L'idéologie colonialiste elle-même a progressivement perdu de son entreprise dans la période des indépendances. Nous avons lu Fanon, Césaire, Nébi, Sartre et Lumumba. Notre université n'est pas la dernière à être impliquée dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, la répression sexuelle ou l'antisémitisme. Nous n'avons pas, par exemple, accueilli l'année passée les universités de l'antiracisme dans le cadre de l'année des diversités. Mais avons-nous réellement revisité avec un œil critique les catégories conceptuelles issues du colonialisme? À quel point celles-ci s'inspirent-elles toujours de nos conceptions réciproques entre descendants et de colonisateurs et descendants colonisés? Je ne vous apprendrai rien en disant que le rapport de la Belgique à son passé colonial est complexe. À la propagande de l'époque coloniale, qui dépeignait le Congo belge comme la plus belle des colonies et les relations entre Belges et Congolais comme pétries de bienveillance paternaliste, a succédé après l'indépendance un grand silence. Celui-ci fut partiellement troublé à la fin des années 90 avec l'ouvrage d'Adam Rothschild, Les fantômes du roi Léopold.
Il y décrivait les atrocités commises à l'époque léopoldienne, en particulier dans le contexte de la récolte du caoutchouc. C'est aussi l'époque où est paru l'ouvrage de Ludo de Witt, L'assassinat de Lumumba, qui a suscité la création d'une commission parlementaire et débouché sur des excuses adressées par Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangères, aux familles de Patrice Lumumba et de ses compagnons d'infortune, Joseph Okito et Maurice Polo, et au peuple congolais pour le rôle de la Belgique dans leur assassinat. Nous pouvons donc parler d'une première période de prise de conscience qui a maintenant une vingtaine d'années. Nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, une autre période, un autre temps fort de l'évolution des mémoires coloniales. Nous la devons en grande partie dans la culture d'aujourd'hui aux militants et militantes des associations décoloniales qui articulent un message fort et parviennent comme jamais auparavant à se faire entendre. La question de la restitution des objets culturels ou cultuels ainsi que les restes humains est un des enjeux critiques du moment que nous vivons aujourd'hui, dont la portée symbolique n'échappe évidemment à personne. Ces artefacts et ces restes humains matérialisent en quelque sorte l'injustice coloniale et ses conséquences actuelles. En pointant ces héritages du passé, toujours matériellement présents, ces militantes et militants dénoncent également les discriminations dont les afrodescendants sont victimes aujourd'hui dans notre société. L'islamophobie, d'un mécanisme plus complexe, n'est pas exempt, lui aussi, d'une dimension postcoloniale. Le racisme à l'égard des gens de couleur, on le sait, est loin d'avoir disparu. L'an dernier, les insultes adressées à Cécile Zunga ou les images de l'agression d'un jeune homme à la gare d'Ascot ont attiré l'attention des médias sur le phénomène du racisme ordinaire, exacerbé par le phénomène des réseaux sociaux et par ce que d'aucuns appellent la droite décomplexée et son discours. À gauche aussi, et curieusement parfois à l'extrême gauche, il y a de quoi balayer devant sa porte. Ce ne sont pas, hélas, que des exemples parmi d'autres d'un racisme toujours bien présent. Les rapports d'UNIA, de BEPAX ou de la Fondation Roi-Baudouin révèlent un problème beaucoup plus général. Le rapport établi par Sarah Demar et ses collègues de la Fondation Roi-Baudouin montre que sur un échantillon de 800 personnes issues de l'immigration sud-saharienne, environ 80% d'entre eux ont fait l'expérience de la discrimination, en partie dans les domaines de l'accès au logement, de l'emploi, de l'enseignement. La plupart avaient fait l'expérience de plaisanteries racistes dès l'école primaire. Environ 80% des répondants estiment qu'ils ont moins de chances qu'une personne belge d'obtenir un emploi, un logement qu'ils souhaitent. C'est inacceptable et c'est pourtant la réalité d'aujourd'hui. Notre défi n'est pas seulement de trouver une issue décente au problème que pose la présence en nos murs de crânes issus de la colonisation. Il est aussi de saisir cette opportunité pour interroger nos propres savoirs et leurs modalités d'élaboration. Il est enfin de relier le passé au présent et d'interroger la manière dont le passé colonial inspire les pratiques discriminatoires qui persistent dans notre société. Nous ne pouvons le faire qu'en y associant des afrodescendants et des représentants des institutions scientifiques des pays issus de la colonisation. Et je remercie particulièrement les organisateurs du colloque d'aujourd'hui d'y avoir porté attention. Je remercie aussi les représentants de plusieurs associations qui militent pour la décolonisation de notre société d'avoir accepté de s'exprimer à plusieurs endroits du colloque et particulièrement lors de la table ronde menée par notre collègue Martin Van der Elst de l'UCL. Malheureusement, certains de ces orateurs ne seront pas là, n'ont pu nous rejoindre, comme Josette Sagé-Chilouila, qui n'a pu obtenir son visa, rappelant les tensions diplomatiques très actuelles qui ne sont pas étrangères à notre passé colonial. La table ronde qui réunira des représentants des musées, des réseaux de musées universitaires européens symbolise bien que les questions d'aujourd'hui concernent des pratiques qui ont touché l'ensemble des pays colonisateurs. Je remercie l'ensemble des intervenantes et des intervenants ainsi que l'ensemble du public de participer avec nous à ce travail.
Je tiens également à remercier les personnes qui ont participé à l'organisation de ces journées. Je pense à l'ULB Coopération, en particulier à Julie Berthelier et Julie Simon, le service de communication, Valérie Bombardier et Isabelle Paulet tout particulièrement, et l'ensemble des membres du groupe de réflexion sur la question du passé colonial de l'ULB. Je remercie particulièrement Renaud Barthès dans son implication qui a été décisive, et Laurent Licata, vice-recteur à la politique académique et à la gestion des carrières, en charge de la diversité et du genre, pour ses efforts incessants pour que notre université intègre ces questions essentielles dans la vie quotidienne de notre vénérable institution. Vous l'avez compris, l'ULB place de hautes attentes dans ce colloque et souhaite à travers celui-ci faire progresser la réflexion en son sein quant à la bonne gestion de ces héritages du passé colonial, mais aussi au sujet des persistances actuelles des cadres de pensée hérités du colonialisme. Au-delà de cela, nous souhaitons honorer nos missions de service à la collectivité en participant à l'élaboration de solutions structurelles à la gestion des restes humains, où il nous semble que la composante et la participation académique pourrait nous donner une distance qui pourrait parfois manquer au monde politique dans l'enthousiasme des campagnes électorales successives. Celles-ci impliqueront nécessairement les institutions au niveau communautaire et au niveau national. Bien que ce soit douloureux et terrifiant, comme l'écrivait Baldwin, nous acceptons de nous confronter au statut d'héritier de l'histoire que nous sommes inévitablement. Le fait que notre projet d'université européenne, Université citoyenne Civis, ait choisi l'Afrique et la Méditerranée comme des thématiques centrales rend ce travail encore plus essentiel. Je terminerai par une autre citation d'Achille Mbembe cette fois, qui semble faire écho à celle de Baldwin. Aujourd'hui encore, il n'est pas clair aux yeux de tous que l'esclavage des nègres et les atrocités coloniales font partie de la mémoire du monde. Encore moins que cette mémoire, parce que commune, n'est pas la propriété des seuls peuples qui ont été victimes de ces événements, mais de l'humanité dans son ensemble. Ou encore, que tant que nous serons incapables d'assumer les mémoires du tout monde, il sera impossible d'imaginer ce que pourrait être un monde véritablement commun et une humanité universelle. Je vous remercie et je vous souhaite un chaleureux et fructueux colloque.